l'histoire politique européenne qui s'en va. Pour les Portugais, il incarnait la victoire sur la dictature dans les années 70. L'ancien président Mário Soares est décédé aujourd'hui à l'âge de 92 ans. Il avait connu la prison et la torture avant de mener son pays vers la démocratie et l'intégration européenne. Mário Soares, de retour à Lisbonne, en pleine révolution des œillets, le 1er mai 1954. Le leader socialiste a connu 12 fois la prison et la torture, la déportation sur une île lointaine et l'exil. Le mouvement des capitaines vient de mettre fin à près d'un demi-siècle de dictature salazariste. Mário Soares a lui-même 50 ans et va contribuer de manière décisive à tourner cette page sombre de l'histoire du Portugal. Interviewé quelques jours avant la chute du régime par la télévision suisse romande, il en avait eu la préscience. Le moment de la vérité va arriver. On ne peut pas tenir beaucoup plus. Pas dire si c'est un là, si c'est un nain, mais ce que je dis, c'est que toutes les données de la situation sont maintenant mises pour un changement de votage de structure. Ministre du gouvernement provisoire, ferme sous ses intérêts, Mário Soares s'oppose rapidement aux communistes, soupçonnés de fomenter un coup d'État. En Angola, au Mozambique et en Guinée-Bissau, l'heure de la fin des guerres coloniales dans lesquelles l'armée portugaise s'était embourbée a sonné. Sous l'impulsion de Mário Soares, le Portugal va désormais chercher à s'arrimer à l'Europe. Il faut nous rappeler que nous sommes des Européens et que nous devons vivre comme les Européens, avec les valeurs européennes. Ce sera fait en 1986. Le Portugal adhère à la communauté économique européenne. Tour à tour Premier ministre, président. Populaire dans son pays, comme à l'étranger. On l'intronise même à la confrérie du Pillé. Monsieur le Président de la République portugaise, once upon Nous sommes un pays de vin et bien sûr c'est très agréable pour moi d'être ici reçu comme disons quelqu'un de la famille. Mário Soares quitte le pouvoir en 1996, la Constitution l'empêchant de postuler une troisième fois à la présidence. Vous savez, on exerce certaines fonctions et après on se retire. C'est la normalité démocratique. Un dernier rappel aux générations futures du père de la République portugaise. Regardez bien cette image, elle est unique. Une faille géante déchirant la banquise. Elle a été prise en Antarctique où un morceau de glace déchirer. que le canton du Valais menace de se détacher. Alors, comment expliquer ce phénomène? Un énorme bloc de glace. Le canton du Valais, il va se détacher, c'est pas possible. Regarde, regarde. Une fissure qui s'étend à perte de vue, une plateforme de glace disloquée sur plus de 150 km de long. La banquise de l'ouest de Regarde, l'Antarctique. ce bout-là se détache. Un mouvement qui s'est Regarde brutalement là. accéléré ces derniers temps. La plateforme glaciaire ne tient désormais plus qu'à un fil. Ce dernier mois, la faille a progressé de 18 km. Il ne reste maintenant plus que 20 km de glace. Au regard de ce qui vient de se passer, je pense que la fissure définitive est imminente. Il faut s'attendre à la création d'un nouvel iceberg dans les prochains mois. Ce serait alors l'un des 10 plus gros icebergs jamais recensés. 350 mètres d'épaisseur, 5000 km. De crevasses de ce genre. En se détachant, la glace ne joue plus son rôle de barrière. Le risque que les glaciers glissent vers la mer, augmentant alors le niveau des eaux. Depuis le début de la campagne présidentielle américaine, c'est la signature de Donald Trump. Ses déclarations sur Twitter, souvent décalées, provocatrices. Maintenant qu'il est élu, elles ont pris une autre dimension. Elles sont capables d'affoler les bourses quand il s'en prend à des géants comme Ford ou Toyota, comme il l'a fait cette semaine. Les entreprises redoutent ces initiatives économiques jugées dangereuses. Thibaut Caccioli et Thierry Clémence. Ça, c'était Donald Trump en campagne. Un programme présidentiel balancé à coups de slogan. Et on s'en souvient, ses partisans adoraient ça. Aujourd'hui, Trump est président élu des États-Unis et c'est à coups de tweets assassins qu'il met le feu à la planète économique. Il y a quelques semaines, ce sont les avionneurs comme Boeing et Lockheed Martin qui se prenaient un missile dans le cockpit, accusés de fabriquer trop cher leurs avions. On veut bien que Boeing se fasse de l'argent, mais pas autant. Résultat, 4 milliards de capitalisation perdue en bourse en un seul jour pour Lockheed Martin.
Autre exemple, il y a 2 jours, c'est le voiturier Toyota qui voyait son titre dégringoler de 3%, tant c'est lui comme Ford et GM, General Motors, pour avoir délocalisé sa production automobile au Mexique. Assembler ces modèles aux États-Unis ou payer de grosses taxes d'importation. Si Ford a tiré sur le frein à main, décidé de réinvestir la friche industrielle du Michigan, le Japon, lui, a décidé de répliquer. L'industrie automobile japonaise contribue de manière importante à l'économie américaine en employant 1,5 million de travailleurs. Nous l'expliquerons à M. Trump s'il le faut vraiment. Les tweets, bien sûr, c'est ce qui amuse sa galerie d'abonnés. Ils sont 18 millions. Facile pour Trump de montrer ce qu'il a sous le chapeau en 140 signes. Ford a plié, bien sûr, mais va obtenir en contrepartie des réductions fiscales. Trump, dans sa campagne, avait promis 20% d'abaissements fiscaux. Ce qui est alarmant, en revanche, et aux yeux de nombreux économistes à travers le monde, c'est le virage protectionniste que va amorcer l'Amérique. Un patriotisme économique sans précédent, pénaliser les importations et défiscaliser les exportations. Simple, mais risqué. Une façon en tout cas de semer un chaos invraisemblable dans le commerce mondial. Et il n'est pas certain que les adversaires économiques des États-Unis comme la Chine se contentent de répliquer avec doigté et sagesse. Je vous le disais en titre, le peu de neige met les stations suisses en difficulté. Notre rendez-vous en terrain inconnu nous emmène ce samedi à Villars, dans le canton de Vaud. Bonsoir, Laurent Dufour. Alors, les remontées mécaniques ne baissent pas les bras, elles investissent même beaucoup, c'est ce que montre votre enquête. Oui, la plupart des sociétés de remontée mécanique en Suisse sont dans les chiffres noirs, mais pour la plupart d'entre elles, la grosse difficulté, c'est d'investir. Il faut savoir qu'une installation lourde comme une télécabine ou un télésiège se renouvelle tous les 20 à 30 ans, des installations toujours plus chères, alors même que les recettes diminuent. En 15 ans, la Suisse a perdu 20% de ses skieurs, et la tendance est la même dans toute l'Europe. Mais on continue d'investir parce qu'il y a cet autre chiffre important. 90% du chiffre d'affaires des sociétés de remontée mécanique se réalise aujourd'hui l'hiver. Cela montre donc la dépendance des stations vis-à-vis du ski. Voyez le reportage que nous avons tourné avec Yvan Thorambert et Marion Tingry. Le Cervin et ses courtisanes d'acier. À Zermatt, rien n'est trop beau pour amener les touristes au sommet. Issu d'une fusion de 4 sociétés en 2002, les remontées mécaniques renouvellent une installation par année en moyenne. 335 millions investis en 10 ans. Record absolu en Suisse. La fusion a fait possible d'avoir un cash flow entre 27 et 30 millions. Avant, ce n'était pas possible de faire les investissements nécessaires dans cette domaine-là. Une autre société fraîchement fusionnée, Clairon, qu'elle a investi 23 millions cette année, après de longues procédures. Dans le monde du ski, on casse la tirelire ou on perd des clients. Maintenant, je pense qu'on va plus entendre grand-chose pendant 3-4 mois, mais après, de nouveau, on va nous réclamer de nouveaux investissements. Il faut faire des installations les plus confortables possibles, les plus rapides possibles, les plus modernes possibles, pour satisfaire là, on peut dire, les caprices de la clientèle. Une course au luxe économiquement périlleuse pour la plupart des stations. Une télécabine coûte en moyenne 12 millions. Or, en Suisse, 9 sociétés sur 10 ont déjà des problèmes de rentabilité. Très souvent, malheureusement, la tendance en Suisse, c'est de faire trop de génie civil. On n'a pas besoin, et ça renchérit vite le coût d'une installation de plusieurs millions. On peut faire une télécabine à 8 millions de francs si on ne construit pas une gare en béton autour. Et avec ça, on n'a pas l'argent après pour renouveler des installations qu'on devrait renouveler. Et jusqu'ici, seules de petites stations ont fermé. 12 sur 150 en 10 ans. Mais beaucoup comptent sur les aides publiques. Le canton de Vaud paie ainsi 40% de certains équipements. Une aide conditionnée à une stratégie 4 saisons, un premier pas vers un autre tourisme. Il ne faut pas le cacher, toutes les sociétés de remontée mécanique, les politiques réfléchissent à cette diversification. Il ne faut pas penser que c'est des dépenses à tout va pour la neige, il y a vraiment une réflexion et c'est ça le concept Alvaudoise 2020. On dit dans la branche, le tout ski est fini, mais sans le ski,